Nouveau numéro de votre émission Déballage. Bonjour et bienvenue sur Dabarou TV. Je reçois pour vous ce matin l'honorable Ouroukoubou, député à l'Assemblée nationale, membre du parti politique Les Démocrates dans la 8e circonscription électorale. Honorable, bonjour. Oui, bonjour, Ismaël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous parlons justement de cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre de salive depuis le 5 mars 2024. Il s'agit bien évidemment de l'examen et le vote de la modification du code électoral par les parlementaires béninois. Ils y avaient été conviés par une décision de la Cour en vue de rétablir l'égalité de parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026. Mais les élus sont allés au-delà de la consigne de la Cour pour intégrer de nouvelles dispositions dans le test, notamment des conditions de participation à la présidentielle renforcée, des conditions également de répartition des sièges au Parlement et avec notamment dans ce test des craintes d'exclusion. On en parle sur ce plateau. Alors dites-nous, voilà, de la proposition de loi introduite au Parlement jusqu'à son adoption, son vote, à sa déclaration de conformité et je dirais à sa promulgation par le chef de l'État, le feuilleton qui a prévalu justement et à tout ce qu'on a assisté jusqu'à sa promulgation par le chef de l'État. D'abord, 2 lois ont été introduites, celle du groupe parlementaire l'Union progressiste, le Renouveau, et celle également du parti politique Les Démocrates. Mais à l'arrivée, on pourrait dire que c'est voilà la proposition de loi du groupe parlementaire l'UP Le Renouveau qui a été prise en compte au Parlement. Dites-nous voilà tout ce qui a été fait en amont et en aval. Merci Ismaël. Je salue les auditeurs de Dabarou TV et je salue les militants du parti Les Démocrates, notamment ceux qui sont dans le sens septentrion, plus particulièrement à Parakou. Et je vous remercie aussi pour tout ce que vous faites, pour qu'on puisse quand même entendre d'autres sons de cloche dans notre pays. Alors, par rapport à votre préoccupation, je crois que nous avons suivi un feuilleton plus ou moins désolant par rapport à cette question de relecture du code. Désolant, pourquoi vous le dites, honorable? Oui, parce que nous pensons que ce code... dans plusieurs de ces dispositions, violent la Constitution. Et nous avons eu l'occasion de le relever pendant que nous étions encore à l'Assemblée nationale. Et malgré cela, ce code a été porté vers les 7 sages de la Cour constitutionnelle, où nous pensions que, pour une fois, les sages allaient faire valoir leur dignité. Oui, pour faire en sorte que la Constitution soit respectée. Mais à l'arrivée, ça n'a pas été le cas. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est assez décevant, c'est désolant, que toutes les institutions de la République soient vassalisées, qu'elles ne soient pas capables de dire le droit. Or, le droit, c'est une chance. Le droit est universel. Et lorsqu'on est arrivé à ce niveau-là, qu'on appelle la Cour constitutionnelle, je crois qu'on doit être capable de prendre des positions fortes, oui, et de mettre de côté la politique pour dire le droit. Mais malheureusement, la Cour de Dorothée Sosa n'a pas été capable de le faire. Elle a pas déclaré conforme ce code modifié. Oui, lorsque vous regardez certaines dispositions, notamment l'article 132 et 146, tous les juristes sont unanimes là-dessus que ces articles-là violent la Constitution. Je ne vois pas comment la Cour constitutionnelle peut déclarer ce texte-là conforme à la Constitution. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Je crois que c'est une erreur. Bon, évidemment, la Cour, depuis Diogbenou, n'est pas à son premier forfait. Qui vous souviennent, en 2019, c'était la même Cour de Diogbenou qui a initié le certificat de conformité, qui a conduit à une élection, d'accord, qui a donné lieu à notre Parlement, qu'on a appelé le Parlement monocolore, que nous voulons laisser derrière nous. Et que cette Cour de Sosa est en train de travailler pour faire revenir encore. Je crois que c'est bien dommage de constater que au Bénin, on a l'impression que nous avons notre justice constitutionnelle à bas. Qui vous souviennent, dans ce Bénin-là, la Cour de justice, ou du moins la Cour constitutionnelle de Diogbenou, a prolongé le mandat du parti Talon de 45 jours, violant ainsi le principe sacro-saint de l'intangibilité des mandats. On ne peut pas modifier un mandat en cours de mandat. C'est ça qui a posé problème au Sénégal.
la justice sénégalaise a pu dire à Macky Sall qu'on ne peut pas modifier son mandat en cours de mandat. Donc pour vous, on n'a pas pu le faire. Pour vous, c'était également l'occasion à la course au ça de quand même d'éviter tout ce qu'on a assisté Parce là pendant... que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, oui, c'est 2026 qui est en train de se jouer aujourd'hui. Les lois sur la base desquelles nous allons voter en 2026, c'est ça que nous sommes en train de prendre aujourd'hui. Alors si nous ne prenons pas les dispositions, nous allons voter des lois chrysogènes qui portent en eux, les lois qui portent en elles-mêmes les germes des crises à venir. Or, lorsque la loi est intelligente, elle prévoit les crises. Elle ne crée pas, elle ne prépare les crises. Mais c'est à ça que nous sommes en train d'assister. Et on se demande, nous les Béninois, qu'est-ce qui nous arrive en réalité? Dans ce pays, on a tiré à balles réelles sur des gens à Kadiao. Il s'est trouvé un médecin pour trouver que Dame Prilenso est morte du paludisme. Une société qui évolue de cette façon court à sa pète. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'on commence à tirer sur la sonnette de l'alarme pour dire il faut arrêter. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Lorsque ça va venir là, personne n'y échappera. Personne alors. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour préserver la paix. C'est pour éviter que les situations que nous avons connues en 2019, que nous avons connues en 2021, pour lesquelles les gens aujourd'hui, certains sont encore détenus en prison, d'autres sont en exil, d'autres ont perdu leur vie. Qu'on n'en arrive plus à cette situation. Mais honorable, quand même, quand on prend ce code-là, c'est que le parti politique, les démocrates, n'est pas exclu. C'est vrai que le nombre de parrainages grimpe. Désormais, nous passons à 27, il faut détenus, et 27 parrainages pour pouvoir prétendre présenter un candidat pour l'élection présidentielle. Mais le parti des démocrates, quand même, peut se frotter les mains à ce niveau parce que vous avez 28 députés au Parlement et à travers une conférence de presse, on l'a vu, le parti FCBE décide de se rallier au LD, c'est que le problème de parrainage ne devrait plus se poser pour les élections à venir. Nous nous battons pour le respect des principes démocratiques. Nous ne nous battons pas pour le Parti des démocrates plus particulièrement. Non. Chaque fois que la Constitution sera violée en tant que démocrate, il faut combattre cela, même si cela vous avantage. Ce n'est pas normal. Parce que la Constitution n'est pas prévue pour être violée. Et mieux, le chef de l'État est le garant de la Constitution. Il ne peut pas lui-même travailler à violer la Constitution. Encore moins la Cour constitutionnelle qui a chargé du contrôle de la constitutionnalité des textes de notre République. En fait, c'est le problème qui se pose. On ne regarde pas ce qui est en train de se passer par rapport au Parti des démocrates. Si on le fait, ce sera une erreur. Parce que le Parti des démocrates n'est pas là à être là éternellement. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous travaillons à ce que les principes démocratiques soient respectés. Puisque nous avons fait l'option du système démocratique, alors jouons le jeu comme cela se doit. C'est ce pourquoi nous nous battons. On ne se bat pour savoir si vous avez le nombre qu'il faut pour avoir le parrainage. Non. Est-ce que le système qui est mis en place pour le parrainage, là, est-ce que c'est ce qui doit être fait? Toute la question est là. Pourquoi on est passé de 10% à 15%? Qu'est-ce qui justifie cela? Voilà. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Est-ce que c'est une manière d'exclure des potentiels candidats en 2026, selon vous? Ceux qui l'ont mis sont bien placés pour l'expliquer. Oui, vous avez voté contre. Bien sûr, parce que nous pensons que c'est un moyen d'exclusion. Voilà. Pour la simple raison que lorsque c'était à 10%, nous étions allés aux élections en 2023, sur la quinzaine de partis que nous avons, 3 seulement ont pu réaliser les 10%. Voilà. Quand vous envoyez ça à 15%, combien de partis aujourd'hui auront la possibilité de présenter des candidats? Mieux, le problème ne se pose même pas en termes de chiffres qu'on a fixé, le taux de 15%. Mais quand on oblige désormais le député, d'accord, à parrainer forcément le candidat que le parti a désigné. Cette disposition viole l'article 80 de la Constitution qui dit que le mandat du député n'est pas impératif. D'accord? Mieux, les jurisprudences de la Cour constitutionnelle, les jurisprudences de 2021, jurisprudences du 7 février 2021 et celle du 6 septembre 2021 sont clairs là-dessus, comme quoi le parrainage est unilatéral. C'est un engagement individuel, unilatéral. Cet engagement permet au député ou à l'élu de choisir librement à qui il veut parrainer, quelle candidature il veut soutenir. Et ça, cette jurisprudence, d'accord, désormais, fait office de bloc de constitutionnalité. Je ne sais pas si vous savez. À partir du moment où cette jurisprudence rentre dans le bloc de constitutionnalité, il n'est pas possible
que ce soit désormais la Constitution qui s'adapte à la loi. C'est la loi qui a l'obligation de s'adapter à cette Constitution, à notre bloc de constitutionnalité. Mais ici, ce n'est pas ça que nous sommes en train d'observer. On a privé, d'accord, la liberté dont dispose l'élu pour parrainer pour le candidat de son choix. Cette liberté-là a été ôtée. Ce n'est pas normal, c'est anticonstitutionnel. C'est aussi simple. Et c'est inadmissible qu'un professeur du droit, de la trempe de Dorothée Sosa, ne puisse pas connaître la hiérarchie des normes en matière de loi. Ça pose un problème. Nous allons où avec ça? Et mieux, vous avez dit, désormais, pour le suffrage. Pour la répartition des sièges au Parlement, il faut. Le taux de suffrage qu'il faut. 20% dans chaque circonscription électorale honorable. On dit 20% dans chaque circonscription. Alors que, voilà, quand on prend quand même les dernières élections, on pourrait quand même dire qu'aucune formation politique n'a réussi à faire ce score de 20% dans chaque circonscription électorale. La première des choses, c'est de voir si cette disposition est d'abord constitutionnelle. La Constitution est claire là-dessus, en son article 81, qui dit de fixer le taux de suffrage, d'accord, le taux de suffrage minimum pour bénéficier de l'attribution des sièges au niveau national. Lorsque c'est dit comme tel, on ne peut pas venir fixer ça au niveau des circonscriptions électorales. Ça viole la Constitution. C'est clair et c'est net. Et mieux, on donne la possibilité, d'accord, qu'il y ait des accords de coalition parlementaire. Accords de coalition parlementaire, pendant que ceux qui sont en train de faire cet accord-là ne sont même pas encore allés aux élections. Vous parlez d'accord de coalition parlementaire. Si je reviens sur ce cas précisément, lorsque vous prenez aujourd'hui sur l'échiquier national, 3 partis ont eu la possibilité d'avoir les 10% pour bénéficier de l'attribution au Parlement. Des sièges. Oui. D'accord? Si on met ce taux-là à 20%, est-ce qu'on est sûr d'avoir encore 3 partis? Pas du tout. Alors, le pluralisme démocratique, d'accord, soutenu par notre Constitution, ça se trouve où? Mieux, on donne la possibilité à certains partis de faire des coalitions. D'accord? Alors, lorsqu'on donne cette possibilité de faire les coalitions, si nous tenons compte des élections de 2023, d'accord, où nous avons 3 partis qui sont venus, qui ont les 10%, notamment l'UPR, le Bloc républicain et le parti Les Démocrates. Alors, c'est les seuls partis qui ont eu 10% lors de ces élections. S'il y a possibilité d'alliance ou de coalition, d'accord, ce sont les partis de la mouvance qui peuvent faire coalition. Ça veut dire que l'UPR peut faire coalition avec le BR. Dans ces conditions, les démocrates vont faire coalition avec quel parti? Voilà la grande question. Quel est le parti qui a encore 10% pour permettre au parti démocrate de pouvoir faire une coalition? Donc, ça pose un problème d'inégalité. À partir de cet instant, alors, cette loi-là ne doit pas être adoptée parce que cette loi-là n'est pas générale. Elle est personnalisée. D'accord? Une loi n'a pas vocation à être personnelle. La loi doit être impersonnelle. Elle doit être générale. C'est ce pourquoi nous nous bagarrons. Pour dire ce que vous faites là, ce n'est pas bon, ça ne se fait pas. Il faut changer. Oui. Et si vous le faites, les conséquences, c'est les jours à venir. Et là, lorsque les conséquences vont venir, on va s'en prendre aux conséquences, laissant les causes. D'où est-ce que nous sommes partis? D'où est-ce que nous sommes partis? Lorsque vous suivez le président Patrice Talon sur les événements de 2019 et 2021, on a 2020 également. On a l'impression que c'est les autres qui sont les fous, c'est les autres qui sont les va-t-en-guerre, c'est les autres qui sont les sauvages. Non, pas du tout. Il lui fallut d'abord une action avant qu'il n'y ait réaction. Oui. Et c'est pour ça, on dit, lorsque vous vous comportez comme ça, c'est comme si vous faites de la manipulation. Vous vous victimisez. Alors que tous les problèmes que nous connaissons, c'est vous qui êtes en réalité à la base. Et c'est pourquoi nous voudrions aujourd'hui que tout le monde puisse constater avec nous que ce qui est en train de faire là, les germes là, de ce que ça va donner là, c'est très grave. Que tout le monde puisse constater avec nous pour qu'en son temps, on ne dise pas que c'est eux les auteurs. Le régime le plus violent, je pense, c'est le régime de Patrice Talon. C'est le régime de la terreur. Et ça, il faut que tout le monde le constate. Et nous allons le combattre. On ne le permettra pas. Parce que nous n'avons pas conçu notre pays pour qu'on en arrive à cela, justement. Alors, nous allons préserver la vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, le code a été promulgué. Dites-nous, voilà, quelle sera la conduite du parti politique Les Démocrates? Parce qu'aujourd'hui, après son adoption, son vote sur l'adoption, sa conformité est déclarée par la Cour. Aujourd'hui, elle est promulguée. Quelle sera la conduite du parti politique Les Démocrates? Alors, si vous avez suivi, le parti Les Démocrates a eu il y a quelques jours sa première session ordinaire.
et a déploré la promulgation de ce code-là, pour la simple raison que ce code n'a pas pu réaliser un consensus au niveau de la classe politique. Oui. Et le consensus général n'a pas été observé non plus. À partir de cet instant, nous rejetons formellement ce code-là et nous pensons qu'il faut combattre ce code jusqu'au bout. Oui. Nous allons, si c'est possible, nous allons saisir les instances supérieures, les instances internationales pour qu'on puisse le mettre en cause à Dakar, ou du moins au Sénégal. Cela s'est passé. La Cour de la CEDEAO a dû remettre en cause un certain nombre de dispositions, surtout en ce qui concerne le parrainage au Sénégal. Tout à fait. Alors, donc, nous allons combattre cela. Et mieux, nous allons mobiliser le peuple béninois. Nous allons mobiliser les populations. Les députés actuellement sont en train de descendre chacun dans sa circonscription électorale pour mobiliser les populations là-bas. Parce qu'au-delà de tout, la souveraineté appartient au peuple. Lorsque le peuple souverain va décider, d'accord, de se lever pour défendre, oui, son droit, je crois que les lois, tout ce que vous savez là, ça tombe quand le peuple se lève. Et c'est pourquoi nous allons travailler alors à ce que le peuple, à un moment donné, puisse mettre son veto pour permettre à ce pays-là de respirer, d'aller vers la paix. L'autre chose aussi, avant la promulgation, avant justement la déclaration conforme de cette loi, c'est que, et voilà, à la Cour, nous avons constaté quand même les députés qui étaient présents, qui ont déposé des recours. On a constaté qu'il y a eu voilà, de bruit autour de ce test-là. Certains disent que voilà, ce n'est pas le test que nous avons voté au Parlement, ce n'est pas le test voté au Parlement qui a été transmis à la Cour. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là? Alors, je crois que cette polémique est due au fait que le rapport de la séance plénière qui a adopté le code n'est pas allé à son terme. Oui. Dans les conditions normales, lorsqu'on tient une section plénière, lorsqu'on tient une plénière de ce genre, alors on fait un rapport normal et ce rapport-là est envoyé aux députés pour que chacun puisse vérifier si tout ce qui est fait est consigné dans le rapport et si tout ce que nous avons adopté se trouve dans ce qui nous a été présenté. Alors, cela n'a pas été fait. Avant que les députés démocrates ne puissent déposer leur recours, ils n'ont pas eu droit. Voilà. Ils n'ont pas eu droit à ce code-là, ils n'ont pas eu droit au rapport. C'est ce qui a fait que le rapport qui a été envoyé au niveau de la Cour constitutionnelle, les députés n'en disposaient pas, de sorte qu'il y a quelques différences par rapport à la transcription qui a été faite, parce que c'est sur la base de la transcription que les députés démocrates ont pu déposer leur recours, vu le délai. Voilà. Il y a un délai, il fallait quand même déposer. Alors, le rapport ne sortant pas, il faut prendre les dispositions quand même pour pouvoir avoir le rapport. Exactement. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Oui. Bon, malheureusement, les éléments de recours n'étaient pas sur les dispositions à polémique. Ce qui a fait que la Cour a pu continuer le processus. Donc, voilà. Alors, l'idéal à ce niveau, si le juge constitutionnel avait pris la hauteur, c'est de suspendre cette audience-là pour reporter ça à une prochaine séance, ce qui permettrait d'harmoniser le point de vue par rapport à ça. Mais malheureusement, la pression que le juge constitutionnel avait ne lui permettait même pas de pouvoir nous donner une minute. On a l'impression qu'il est en mission, il est chargé d'une mission, il doit faire un travail, il doit l'accomplir. Et tristement, on le regardait faire. D'accord. C'est dommage. À travers l'adoption de ce code-là, c'est dit qu'on n'aura plus les candidatures fantaisistes et honorables en 2026, comme on en avait l'habitude de voir à l'approche de ces élections, des clubs électoraux qui se formaient pour des candidatures fantaisistes, je vais dire également, qui allaient se prétendre être candidats pour les joutes. Aujourd'hui, avec ce code-là, c'est qu'on aura au plus 3 candidats en 2026. Alors, quand vous parlez de candidatures fantaisistes, vous parlez de quoi? Bon, je suppose que vous n'êtes pas sérieux. Des candidats qui ne sont pas issus des formations politiques, des gens qui sont venus de nulle part. C'est seulement les candidats qui sont issus des partis politiques qui sont des bons candidats. Bon, en tout cas, avec la réforme du système partisan aujourd'hui. En 2021. La réforme du système partisan aujourd'hui prône quand même. Laissez tomber. Oui. Le système le plus fantoche, c'est ce système partisan que vous voyez là. Vous pensez? C'est ça qui a permis les Kouroué Colorantins d'être candidats. Ils n'ont même pas eu 0,05%.
Qu'est-ce que vous appelez par des candidats fantoches? Non, mais quand même, ils sont issus de quel parti? issus de partis politiques. De quel parti politique? Voilà, ils ont créé un parti politique en moins de 24 heures. C'est ça un parti politique? Vous pensez? Kouroué Kouramantin, Oui. avec son ami le Fafelu. Vous pensez? Non, non. Hein? Est-ce que le monde n'est pas trop fort? Bon, voilà. oui, c'est juste une façon de parler. Oui, mais quand même, ils ont créé un parti politique. Pour ne pas écorcher d'autres personnes. La FCBE a produit un candidat. Les candidats, ils ont eu combien? Mais quand même, pourtant, c'est un parti politique. Oui, ce sont des formations politiques. Des formations politiques. Ils sont reconnus, ils ont eu combien? Dis-moi si un d'entre eux a eu 1%. Voilà le fruit de votre système partisan que vous voulez préserver. Des faux trucs. Des trucs qui ne riment à rien, qui ne ressemblent à rien, justement. À quoi on veut donner de la force. Ce qui n'est pas fort, ce n'est pas fort. Ce qui est fait est mauvais, ce n'est pas bon. Il ne s'agit pas de mettre toute la force autour de ça pour faire croire que c'est bon. Non, ça n'a rien d'intéressant. On n'a eu que des candidatures farfelues en 2021. Patrice Talon était le seul à être candidat devant personne. Et quand c'est comme les ça, vrais candidats, on les avait écartés. Vous ne sont pas ne sont pas en Russie. Est-ce qu'on va parler des écartés honorables? Ils ne sont pas écartés. Voilà, c'est juste qui n'ont pas rempli des conditions. Et voilà, pour prendre part à ces élections-là. On ne parlera pas des écartés. Il faut éviter de dire ça. Non, honorable. On a suivi les événements, honorable. On a suivi les événements. Où le parti n'a pas réussi quand même à présenter un candidat. C'est ça qui vient de commencer. Ce qu'on fait lorsqu'on tripatouille les tests. C'est ça que vous voyez là. Pour empêcher les gens d'être candidats. C'est là que vous devez regarder. Tout part de là. Et c'est ce que je dis souvent. Lorsqu'on se retrouve dans des situations de déni de démocratie, oui, des situations où, parce que certains ont le pouvoir, ils sont au pouvoir, ils ont la force, ils ont le droit de tripatouiller les tests, de personnaliser les tests, de manière à pouvoir exclure un certain nombre de personnes. La conséquence, c'est que la frustration va créer des coups de force. Oui, où les régimes bien établis, on dit démocratiques, on leur fait des coups d'État. C'est ça, c'est à quoi ça conduit. Et après, on s'attaque au nouveau régime qui est là pour les taxer de putschistes, pendant que les putschistes constitutionnalistes sont là. On ne se préoccupe pas de ceux-là. Et c'est important, c'est le moment de le dire. Oui, c'est pourquoi nous allons recourir à la Cour de la CEDEAO, pour qu'ils viennent voir ce qui est en train d'être fabriqué. Et il ne faut pas attendre d'aller s'attaquer aux conséquences, au lieu de s'attaquer aux causes. Je l'ai dit ici, je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout à fait. C'est ça, c'est cette situation de déni de démocratie qui amène ce que vous voyez là. Et vous savez, aujourd'hui, la nouvelle génération ne s'accommode plus avec ça. Ça, c'est terminé, ça. Cette génération de politiciens, d'accord, qui tripatouillent les tests, les lois pour se maintenir au pouvoir, on dit ça, c'est fini, ça. Oui, personne n'a poussé de cornes sur la tête pour penser influencer les autres. Voilà. Ça, c'est terminé, ça. Honorable, on va parler justement de l'union autour des partis politiques de l'opposition. On l'a vu tout récemment au cours d'une conférence de presse. Voilà, les formations politiques de l'opposition, notamment les FCBE, voilà, on l'a vu entre-temps. Cette guerre de leadership qu'il y a eu entre vous, se réclamant d'autres de l'opposition, non, tel parti est de la mouvance, n'est pas de l'opposition, mais aujourd'hui, on a constaté cette union autour de ces formations politiques. C'est dit que 2026 préoccupe déjà, retient les attentions. Vous voulez faire bloc au régime en place? Oui, comme vous le savez, désormais, le Parti des démocrates occupe la position de chef de file de l'opposition. Tout à fait. Donc, c'est donc une obligation pour ce parti de mobiliser les autres partis de l'opposition autour du parti LD. Je crois que c'est ça qui est en train de se réaliser. Oui. Oui. Et je crois que c'est de bonne guerre. Oui. Et il est important quand même, comme tout le monde a constaté quand même, que ce qui est en train d'être fait là, ce n'est pas une bonne chose. Si on est un parti politique sérieux, d'accord, on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer là. Et c'est la raison pour laquelle on n'a même pas besoin de négocier. Tous les partis. Donc pour vous, ce n'est pas une négociation. Les LD ne négocient pas. Non, ce n'est pas qu'on ne négocie pas. Oui. Ce n'est pas qu'on ne négocie pas. On a intérêt, d'accord, à mobiliser les autres pour que nous soyons ensemble. Pour être plus forts. Ça, je suis d'accord. Voilà. Mais par rapport à ce qui est en train de se passer, oui, par rapport au code, par rapport aux lois chrysogènes qui sont en train de voter, on n'a pas besoin de négocier quelqu'un pour ça. Oui, tout parti se réclamant, d'accord, démocratique, doit être capable de condamner ce qui est en train de se passer là. Oui, je crois que c'est le minimum. C'est le minimum. Et dans ces conditions, je me pose la question en réalité, que cherche le président Patrice Talon à travers le vote de ce code-là? Est-ce que simplement parce que la révision de la Constitution n'a pas passé, il faut mettre les pieds dans les plats? Voilà. Alors, oui. et si c'est le cas, oui, je pense que
il veut faire du mal à qui? Voilà la question que je vais lui poser. Parlons Parce que justement. je me pose la question de savoir, Oui. parmi ces partis-là, quel est le parti, parmi les partis qui est en mesure de réaliser les 20% dont il parle? Et les LD. Il veut créer l'impasse. Et votre parti politique, les Non. 20% sur le plan national, Non. pas circonscription. Le problème ne se pose pas en termes de nous seuls, non. Oui. Le problème ne se pose pas en ces termes-là. Même si nous on le réalise Oui. et que les autres partis ne le réalisent pas, on se retrouve dans une situation de parti unique, alors que nous sommes dans un système de pluralisme démocratique. Qui peut être fier de cela? C'est ça, c'est là où nous sommes, leur réforme va nous conduire. Et finalement, on va se retrouver dans une situation d'impasse. D'accord. Si on se retrouve dans une situation où aucun des partis politiques ne réalise ce pourcentage-là, on fait quoi? Honorable, on tend vers la fin de cette émission. On fait quoi? Donc, une loi a l'obligation d'être intelligente. D'accord. Et malheureusement, on a l'impression que ceux qui sont en train de confectionner nos lois n'ont pas l'intelligence, malheureusement. D'accord. C'est très important. On va Ils finir. doivent comprendre ce que c'est qu'une loi et désormais, lorsqu'ils vont élaborer les lois, Oui. qu'ils puissent tenir compte des principes qui gouvernent l'élaboration des lois. On tend vers la fin de Loi cette émission. à vocation Le d'être po- générale, le porte-parole de- impersonnelle. D'accord? Oui. Et c'est comme ça une loi. On ne taille pas les lois sur la mesure de certaines personnes ou de certains partis. C'est D'accord. une bêtise, c'est une aberration. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Au cours d'une conférence à Parakou il y a quelques jours, le porte-parole du gouvernement, sur la question de savoir si le chef de l'État sera candidat ou bien va se porter pour un troisième mandat, il a été clair, je cite ses propos, Patrice Talon sera candidat à la préservation voilà, des acquis de sa gouvernance. Et qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Alors, merci beaucoup. Et Patrick Talon sera candidat à la préservation Des acquis de sa gouvernance. de sa gouvernance. Je pense que c'est une erreur. Patrick Talon n'en a pas besoin. Le Bénin est une république. D'accord? Oui. Le Bénin n'est pas la propriété de Patrice Talon. Non. Patrice Talon fera ce qu'il a à faire. Il va partir. Il va laisser le reste à la postérité. C'est comme ça doit se passer. Chaque gouvernant doit être capable de faire ce qu'il doit faire et d'être sûr que ce que lui a fait là, on doit pouvoir continuer cela. Mais lorsque ce que vous avez fait n'est pas bien, lorsque ce n'est pas bon, c'est en ce moment que vous avez peur, qu'on remet ça en cause dès que vous allez tourner d'eau. Si vous êtes convaincu que c'est bon, vous ne devez même pas avoir d'inquiétude. Donc, c'est dit que le Parce chef. que c'est une question de république. Donc, le chef de l'État est inquiet. S'il est inquiet, c'est son problème, c'est lui qui sait pourquoi il est inquiet. Il ne devait pas l'être. Il ne devait pas travailler à préserver un certain acquis. Non. La République, d'accord, n'appartient pas à un individu. Ce n'est pas pour lui, c'est pour tous les Béninois. Il ne peut pas être inquiet pour tous les Béninois, que les Béninois eux-mêmes. Pourquoi? C'est une question de République. Lorsque vous travaillez pour la République, vous faites votre travail et vous partez, vous laissez le reste pour la postérité. Lorsque c'est bon, la postérité va accompagner cela. Voilà. Vous n'avez pas besoin de supplier, vous n'avez pas besoin de demander pardon pour quelqu'un. Lorsque vous le faites, ça veut dire que ce que vous faites, c'est pas bien. C'est tout. Pour finir, honorable, à l'issue de la déclaration conforme de ce co électoral, le vice-président justement de votre chapelle politique dans son propos a dit les LD, même avec ce code-là, vous êtes les LD vont gagner les élections de 2026. Dites-nous d'abord sur quoi vous comptez, sur quoi votre chapelle politique compte, en affirmant quand même que vous êtes capable de... Je crois vous avoir dit déjà ici, Oui. lors de mon dernier passage, Oui. que le Parti des démocrates va gagner les élections de 2026. Voilà, sur quoi vous comptez, honorable? Nous comptons sur le suffrage universel du peuple. Vous êtes Oui. serein? Nous sommes très sereins. Nous sommes sereins. Si tant est que c'est ce peuple-là qui va voter, Oui. ni le BR, ni le P, aucun d'entre eux ne peut nous battre. Les 20% dont nous parlons, nous sommes en mesure de réaliser ça. Même s'ils disent que ce n'est pas commun, on va les réaliser. Mais ce que nous disons, Oui. nous nous battons pour des principes. D'accord. Oui. Parce que si ça ne marchait pas, et il se fait que c'est les démocrates seuls qui se retrouvent à réaliser les 20%, ils vont faire comment? Il ne faut pas attendre qu'on en arrive là d'abord. Sinon, vous cherchez quoi à mettre ça? À 10% déjà, vous avez 3 partis. Quand vous mettez ça à 20%, vous obtenez combien de partis? C'est logique, non? Je ne sais pas, c'est quoi le problème? Je me demande si les gens se regardent dans les miroirs pour voir si ce qu'ils sont en train de faire est bien. Oui, c'est la question qu'on se pose. On dit, vous avez mis un taux de 10%, vous avez, sur les 15 partis, vous n'avez retrouvé à la fin que 3 partis. Politiques. Sur les 3 partis, vous menez ça à 20% encore. Vous voulez exclure quel parti? Et on le dit, on pense qu'on exagère. Voilà. Non, nous avons l'obligation de le dire. À eux de faire ce qu'ils veulent. Mais le temps viendra, le temps de la vérité, où on va s'asseoir comme ça, on va se regarder dans les yeux. Et il y a une chose est sûre, nous allons nous bagarrer.
on ne permettra pas que cela se passe. D'accord. Oui. Le temps de la Ni vérité. pour nous. C'est-à-dire, nous ne le faisons pas pour nous, non. Qu'on nous dise que c'est les démocrates seuls qui ont réalisé les 20%, non, ça, c'est pas notre souci. Parce que nous pensons que cette affaire-là, nous allons réaliser. Si nous nous plaignons là, c'est pour eux, nous sommes en train de nous plaindre. Et c'est pourquoi nous allons faire ce qui est bon. Pour que d'autres partis puissent émerger. Après tout, c'est du pluralisme démocratique. On ne peut pas se retrouver dans un parti unique où non, on n'en est pas encore là. Pourquoi vous voulez forcer les choses? Allez, les permettez aux choses d'aller à leur rythme. Oui, ça ne nous apporte rien. D'accord. Honorable, c'est la fin de cette émission. Votre mot de la fin, 30 secondes rapidement. Alors, merci Ismaël pour l'occasion que vous m'avez donnée de dire un mot sur cette relecture du code. Je voulais demander au peuple béninois de se mobiliser. Oui, ce code est chrysogène. Ce code n'est pas bon. Oui, nous devons être en mesure, sur toute l'étendue du territoire béninois, dire non à l'application de ce code-là, pour que nous puissions avoir un code consensuel qui puisse permettre d'accord d'aller à une élection juste, transparente et équitable. C'est ce que nous voulons. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'honorable d'avoir répondu présent à notre invitation pour parler de ce sujet qui tient le haut des pavés depuis quelques semaines, notamment la modification du code électoral. Terminus, tout le monde descend et à très bientôt.